Je pense qu'il est peut-être temps de rentrer dans le vif du sujet et d'essayer de comprendre le cycle cérémoniel de Mangayao. Mangayao, c'est vraiment un cycle. Déjà dit, ça durait un mois, maintenant c'est sur 15 jours. Mais tous les rituels doivent être effectués, accomplis, les uns derrière les autres. On n'accomplit pas un rituel si le précédent n'a pas été accompli. Même s'il y a bien sûr de la folklorisation dans ce rituel aujourd'hui, c'est évident. Je vais parler, je prends le présent ethnographique parce que je ne sais pas trop aujourd'hui, je ne suis pas allée là depuis 2-3 ans. Je dois y aller là, je devais y aller cette année, peut-être essayer d'y aller au début de l'année prochaine. C'est quand même, c'est le cycle où tout le monde doit participer. Les enfants d'abord, les ados ensuite, les adultes, les anciens, et on terminera par les femmes. C'est l'unité socio-cosmique de la société, c'est la remise en ordre de la société. Donc tout le monde est concerné. On voit que les jeunes vont rentrer dans le système d'âge. On voit que d'autres vont aller passer dans une autre classe d'âge. On voit, c'est le moment où on pratique les alliances. Donc il y a absolument, c'est un tout, c'est vraiment un cycle cérémoniel. Donc il faut peut-être commencer par le village. C'est un village qui est composé de moitiés. Il y a la moitié amie qui est du côté de la montagne ancestrale, donc haute, on va dire. Amont me gêne parce qu'Amont-Aval, c'est plutôt une rivière, enfin haute, Amont. Et la moitié que j'appelle basse, qui est donc la deuxième moitié. Chaque moitié est autonome. Chaque moitié est constituée de 3 maisonnées souches qui vont ensuite se scinder en maisons. Chaque maisonnée a sa maison des hommes. Chaque maison des hommes a son terrain de chasse, dans la montagne, justement. Et chaque moitié possède le dortoir des enfants qui est construit sur piliers à l'orée du village, mais dans le village, mais à l'entrée ou à la sortie du village. Donc on voit qu'il y a une autonomie des moitiés. Oui, alors là on va aller vers M. Lévi-Strauss, hein, bien sûr. Et en effet, mais cette autonomie des moitiés, elle va être mise à mal, en fait, par le système d'âge. Et je parle de système et pas de classe d'âge, parce que nous ne sommes pas dans des régiments, comme chez les Païwan. Les Païwan aussi ont des classes d'âge, mais ce sont des classes régimentaires au service d'un chef. Chez moi, il n'y a pas de chef. Il y a un chef de village, mais il a une fonction administrative du temps des Japonais. D'ailleurs, on a eu une femme. Elle était l'intermédiaire entre le village et l'administration japonaise. Aujourd'hui, c'est l'administration taïwanaise. Donc, on voit bien que ces moitiés sont indépendantes et jouent leur autonomie, mais en même temps, c'est le système d'âge qui va faire que c'est un village et qui va faire une unité de village. Donc, il y avait manifestement au départ un village qui n'avait qu'une moitié, mais c'était un village, avec la maisonnée souche d'origine, les Passaraat. Et c'est certainement la scission, parce qu'ils le disent, de ces maisonnées, peut-être l'apport d'étrangers qui va constituer la deuxième moitié, donc la moitié basse. Alors, les classes d'âge, il y a 2 classes d'âge. Il y a le dortoir des enfants, qui est monté sur piliers, et la deuxième classe d'âge, ce sont les maisons des hommes. Ça, ce sont les classes d'âge. À l'intérieur de ces classes d'âge, nous avons des échelons. Chaque année, à partir de 11 ans, 10, 11 ans, 12 ans, on ne notait pas les âges fixes, hein, c'était un petit peu... Mais les gamins, les garçons, jusqu'à cet âge-là, étaient élevés en parallèle avec les filles. Elles avaient les mêmes noms d'échelons dans la société Puyuma.
Mais quand on gardait les zébus, au moment où on devient gardien des zébus, eh bien, les garçons savent qu'ils vont se séparer des filles, parce qu'ils vont aller rentrer dans le système d'âge. Et donc, ils vont aller frapper à la porte des dortoirs et dire « on est là, on veut rentrer ». Et c'était le but des garçons, hein, de devenir un homme. Donc, chaque année, ils vont monter comme à l'école, hein, on va changer de classe, pas de classe, d'échelon. Hein. Les classes sont bien définies. La maison des hommes, le dortoir. Donc, on va changer d'échelon, on va changer d'habit. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, pour les noms, ça va changer aussi, ils auront des surnoms à l'intérieur qu'on ne peut pas savoir. Il n'y en a pas un qui a accepté de me le donner. Ça, c'est une grande frustration, mais c'est comme ça. En revanche, ils ont un terme d'appel entre eux qui est caput. Et les enfants, donc les garçons, se coupent à ce moment-là de la maisonnée de naissance, de biologique. Et ils rentrent dans le système d'âge. Ils rentrent dans le système d'âge, personne, à part eux, n'ont le droit de monter dans ce bâtiment-là. Personne. Même pas les anciens, qui ont une grande partie de pouvoir, mais pas la totalité du pouvoir. Ce qui fait que les arrivées, ce sont les classes anciennes, les vieux de 17-18 ans, qui vont éduquer les jeunes, très durement à l'époque. Hein. Ils le disent très bien. Parce que le but est d'aller te couper une tête quand même. Soit je coupe la tête, soit j'ai la mienne de couper. Donc il faut quand même être costaud. Donc on leur faisait faire des choses dans la montagne, la nuit, etc. Et les vieux s'en rappellent très bien, le décrivent très très bien. Ce qui fait que quand un jeune arrive à 18 ans, on me dit aujourd'hui que ce sont les parents. Alors est-ce que ce sont les deux parents? Est-ce que c'était que le père? Je ne sais pas bien. En tout cas, on va dire les parents, puisque c'est ainsi, choisissaient un parrain pour le fils. Donc, à ce moment-là, le garçon d'environ 18 ans va quitter le dortoir, rentrer dans la maison des hommes pendant 3 ans en position marginale, il est marginalisé, et il est le père, les parents lui choisissent un parrain, il n'y a qu'une seule contrainte. C'est dans une des 5 autres maisons que celle du père. C'est-à-dire que le père ne peut pas choisir un parent dans sa propre maison des hommes. C'est la seule interdiction. Mais à part ça, on peut très bien aller chercher un parrain sur l'autre moitié. Donc on voit immédiatement que c'est transverse. Donc ce sont les classes d'âge qui vont faire l'unité là, du juillage. Puis on va le voir après pour les alliances. Donc le jeune va suivre son parrain. Et c'est son parrain qui s'occupe de son éducation. Déjà, on voit bien que ce ne sont pas les femmes. Les femmes donnent naissance à des enfants, mais pas à des hommes. Ce sont les hommes qui donnent naissance à des hommes. Donc là, le parrain se charge d'en faire un homme pendant 3 ans. Dans la montagne, il couche même physiquement sous ses pieds. Il le bouche, il a besoin de quelque chose, il le secoue. Et c'est très intéressant là, parce que ça va rejoindre les alliances. Comme on était en majorité Uxori-localité, les hommes, quand ils emménageaient chez leurs femmes, ils disaient « je suis Idadoua, sous la plante des pieds ». Et donc, en fait, le parrain reproduit sur son neveu, je ne peux pas prendre d'autres termes, il le met sous la plante de ses pieds physiquement cette fois-ci. Donc, pendant 3 ans, ils vont aller chasser pour leur parrain, qui ne peut être qu'un vieux au-delà de 60 ans. Et après, bon, il faudra qu'ils travaillent dans les champs pour eux, etc. Ils ne seront libérés qu'à la naissance du premier enfant. Le système d'âge, en fait que lorsque un jeune rentre dans la maison des hommes, il perd toute son identité. Il prend le nom en référence et en adresse, le nom de la maison. Il a un patapang, dont il y a des dizaines de patapang ou de kalingon, c'est le nom de la maison. Donc c'est identitaire, c'est très fort. Et au bout de 3 ans, jadis, il fallait aller couper une tête. Il fallait aller couper une tête. La tête était symbole de la fécondité. Fécondité du gibier, la chasse glorieuse, et bien sûr pouvoir épouser une femme féconde. Bon, la tête, on ne la rentre pas comme ça au village, hein, c'est pas comme ça que ça se passe. Il devait rester dehors. Pendant ce temps-là, les hommes de sa maison des hommes allaient chercher un cervidé pour faire une offrande à la maison du culte où appartenait le jeune. Il fallait remercier les ancêtres.
Donc, ce jeune, une fois qu'il a eu sa tête, la tête, elle va aller sur les étagères, là, à la sortie du village. On va les aligner. On a des photos japonaises où on voit les Puyumar venir avec les têtes au bout des bras. Ça va s'arrêter dans les années 20. J'ai rencontré des vieux qui avaient vu des retours de tête. Et Araitai qui chantait les chants de retour de tête, de chasse aux têtes. Donc c'était quand même quelque chose d'important. Là, ce jeune, en fait, on ne le mariait pas. Mais qui procédait? Alors, pour continuer sur la transversalité, on va parler maintenant des alliances. Donc, on voit bien qu'elles sont autonomes, puisqu'elles ont chacun leur structure indépendante. Mais en fait, les noms des échelons sont les mêmes des deux côtés. Donc ça, c'est déjà un peu transverse. On voit que le parrain, on peut les chercher à droite comme à gauche, en haut comme en bas. Donc, c'est transverse. Donc, il y a une unité primordiale qui se scinde, mais on retrouve quand même l'unité. Hein. Ne jamais oublier que le village était derrière des palissades. Donc, les jeunes, on ne peut pas, on va les marier. Mais si on marie un jeune de 22, 23 ans qui devient père à 23, 24, 25 ans, si son père a fait la même chose, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un père qui n'a que 50 ans. On a un père qui n'a que 50 ans. Rejeter un homme de 50 ans hors du système de procréation, c'est pas possible. Parce qu'à partir de cet âge-là, quand il a eu sa tête, il va devenir ce qu'ils appellent un bangsaran. Bangsaran que j'ai traduit, bangsar ça veut dire handsome in English, je ne sais pas en français comment on peut dire, mais enfin handsome. Et je l'ai traduit par guerrier viril parce qu'il a le droit de guerroyer et d'avoir des enfants. Donc il est soldat et fécondateur. Alors, mais j'ai découvert une classe, un échelon d'âge qui est Barabarabat, qui est la poutre fêtière, la poutre centrale. De 50 à peu près à 60 ans. Et à 60 ans, là, on est un ancien, c'est ça. Et à chaque fois, les costumes, les habits sont différents. Donc, je vais revenir sur la procréation. Le père n'a que 50 ans. Et si le fils, on sait très bien que même dans nos sociétés, une mère qui enfante en même temps que sa fille, c'est pas très bien vu. Moi, j'ai déjà entendu, ah ben dis donc, elle vient d'avoir un enfant, alors que sa fille vient aussi d'en avoir un. Pas très bien vu, même dans nos sociétés. Enfin, je parle de ça quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, peut-être qu'on s'en moque un peu plus, et tant mieux. Donc, et comment j'ai pu comprendre cela? C'est parce qu'un jour, à Mangaïao, en 89, j'ai vu Irubai arriver avec son mari Minoru, et je le vois arriver avec les guerriers virils portent une espèce de pantalon de vacher. C'est brodé devant, mais il n'y a pas d'arrière, c'est lacé derrière. Et les vieux ne portent plus ce pantalon, puisqu'ils ne vont plus à la guerre. Ils ne guerroient plus, les vieux. Mais ils ont une veste qui est brodée et un chapeau spécifique. Et Minoru arrive et il porte les deux. Il porte la veste des vieux, il n'a pas le droit, il n'a que 50 ans. Mais il porte encore le legging des guerriers virils. Alors je les regarde et je dis, pourquoi tu es habillé comme ça? Tu n'as pas le droit à la veste, tu n'as pas 60 ans. Alors il me regarde et me dit, mais si, j'ai 50 ans. Ah là, j'ai tilté. J'ai tilté, c'est l'entre-deux. Donc de 50 à 60 ans, ils sont en entre-deux, en fait. Il continue à guerroyer, la preuve, il a le pantalon des guerriers virils, mais viril, on commence à lui demander de l'être un peu moins, de commencer à ne plus vouloir procréer. Il peut encore, mais il a la veste des anciens. Attention, il ne siège pas avec les anciens. Hein. Il n'a pas le droit d'être avec les anciens, il n'a pas le droit de faire des alliances. La conclusion est que ces jeunes qui arrivent à 20 ans, 22 ans, 23 ans, on les laissait dans la maison des hommes, on les faisait épouser des petites jeunes filles. Il y en a même qui m'ont dit, je n'étais pas pubère quand on m'a mariée. Donc des gamines, 13 ans peut-être. Et là, elles restaient chez leur mère. Ah oui, mais là, ça, c'est formidable. On voit bien que ça fait système, tout ça. C'est extraordinaire, ce système d'âge. Parce qu'en fait, c'est la régulation des naissances. On n'interdit pas au père de procréer, il n'a que 50 ans. Mais on le met dans un entre-deux quand même, en lui disant, attention, tu t'achemines. Parce que la force génétique, la force de procréation, elle est limitée et elle ne se partage pas. Ce qui fait que
les jeunes n'ont pas le droit de procréer avant que le père bascule chez les anciens et que là, vraiment, il n'a plus le droit de procréer. Il n'a plus le droit de procréer à 60 ans. Donc, j'ai fait à partir de ce moment-là, quand j'ai compris, eh bien, j'ai fait une enquête chez tous mes petits vieux et je leur ai dit, quand est-ce que tu as eu ton premier? Quand est-ce que tu as eu ton premier? 30. Et la moyenne est 31. Corrobore. Donc, on s'aperçoit que le système d'âge, en fait, régule la population. Les Japonais l'ont vu avant moi. Ils ont dit que c'était assez étrange que ces gens-là, les Puyuma, ne modifiaient pas leur population. Ils avaient toujours la même population. Et moi, 100 ans plus tard, j'avais toujours la même population. Donc eux avaient compris que leur village était fini, il avait une certaine superficie, qu'on ne pouvait pas laisser la population exploser, que les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, tout ça devait toujours balancer, équilibrer. Et donc, ils ont compris qu'il en fallait... C'est de l'oligantropie. On gère notre société vers le nombre qu'on ne peut pas dépasser. Eh bien, c'est le système d'âge qui me le donne. Et là, j'ai compris Candidius, le révérend père du XVIIe, qui était hollandais, qui envoyait ses notes à Batavia, qu'on retrouve donc à Leyde, il dit, oui, les femmes Siraya, parce qu'il était chez les Siraya, donc de l'autre côté de l'île, du côté de Kaohsiung, là où étaient les Hollandais, elles sont fières de dire qu'elles avortent et qu'elles ont pratiqué des avortements jusqu'à 30 ans, 32 ans, etc., etc., qu'elles ont tué le fruit, bon, catholique, hein, donc c'était pas très bien vu. Et puis il y a un collègue qui est, je ne sais pas s'il est anglais ou américain, mais qu'importe, et qui a écrit là-dessus, et il a dit, alors c'est là que je reparle de se décentrer, vraiment, il ne faut plus étudier ces populations-là avec nos idées, nos valeurs, et qui a écrit que, alors Candidius dit que les femmes se font avorter parce qu'elles ne veulent pas avoir des hommes qui sont volages. Ça, je n'en ai pas parlé, mais c'est très intéressant. Je voudrais revenir une seconde. Le dernier échelon de 18 ans dans le dortoir des jeunes, ils avaient la liberté sexuelle. Ils étaient libres d'aller coucher avec n'importe quelle femme qui leur plaisait, si les femmes étaient d'accord, bien évidemment. Et leur mari ne pouvait rien dire. Ce qui s'arrêtera pile lorsqu'ils rentreront, donc ils ont une année de bonus, on peut dire, et quand ils rentrent dans la maison des hommes, là c'est terminé. Plus le droit de boire, plus le droit de fumer, plus le droit aux relations sexuelles, jusqu'à ce qu'ils ramènent leur tête coupée. Donc ça c'est très intéressant. Donc, les femmes avortaient, et alors ce collègue écrit oui, ce sont les vieilles femmes chamanes ménopausées qui avaient le plaisir d'avorter, de faire avorter des jeunes femmes qui étaient encore en âge de procréer. Vous savez, je peux vous parier tout ce que vous voulez. Je ne connais pas une seule de mes vieilles chamanes ménopausées qui aurait eu plaisir à avorter quelqu'un. Pour des tas de raisons. C'était quoi l'avortement à l'époque? C'était quoi? C'était pratiqué comment? Donc la jeune femme risquait sa vie, probablement. Hein, on sait ce que c'était en France avant. Donc c'est étudié avec des idées qui sont complètement dépassées. Ça n'a rien à voir avec les femmes. C'est le système d'âge qui est comme ça. Le système d'âge régule la population, qui tente à l'oligantropie. On ne peut pas dépasser cette population-là. Donc, on voit que ce système d'âge forme des hommes, des guerriers virils qui doivent protéger le territoire, protéger les femmes quand elles sortent, etc. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elles étaient très contentes. C'est pas grave de faire toutes les tâches ancillaires. Hein. Je peux très bien aller chercher le bois, faire la cuisine, ça ne me gêne pas, parce que moi, sexuellement, je suis épanouie. Donc, ça leur plaisait, et puis ils me protègent quand je sors du territoire. Donc, ça ne les gênait absolument pas. Il ne faut pas les regarder comme ça. Alors, on voit qu'en plus, ce système... donc, les vieux avaient du pouvoir, mais pas le pouvoir total. Parce que s'ils passaient devant une maison à piliers, sans ôter leur chapeau, puisqu'ils avaient un chapeau, eh bien, les jeunes allaient tuer un singe qu'ils jetaient dans la maison des hommes du vieux, qui devait aller relever et faire une offrande à la maison des hommes, etc. Ils n'avaient pas tout pouvoir.
C'est-à-dire qu'à Puyuma, quand il y a un pouvoir, il y a un contre-pouvoir. Les jeunes, finalement, les gamins de 12 à 18 avaient le pouvoir de bloquer les vieux, de les obliger. Enfin, c'est une société assez extraordinaire. Donc, en fait, on s'aperçoit que le système d'âge, tout le monde est investi, que c'est transverse, c'est ce qui fait que la société, bien qu'étant de moitié, va jouer l'unité, ça c'est évident, que les parrains et les alliances maintenant, les alliances, du retour de la montagne, puisqu'il y a une partie d'une semaine aujourd'hui, avant c'était beaucoup plus long, et ça se passe dans la montagne. Dans la montagne où à nouveau on n'a pas le droit de fumer, de boire, et les femmes sont totalement interdites. Donc ça a été un peu difficile pour moi, parce que quand je suis arrivée en 89, d'abord j'étais seule. Ah, te voilà, oui, me voilà. Ah, tu viens pour Mangayao? Oui, je viens pour Mangayao. J'avais des cheveux mi-longs à l'époque. Oui, mais tu es une femme, tu ne pourras pas venir dans la montagne avec moi. Ah, je leur dis, si, tu ne peux pas m'empêcher quand même, vous me connaissez. Les femmes sont interdites, tu vas nous faire tuer. Ah, bon, ben, je vais me couper les cheveux. Oui, mais tu as de la poitrine, alors ça, tu ne peux pas te la couper. Bon, ben, très bien. Alors, il y avait toujours quelqu'un pour m'emmener dans la montagne. Alors, aussi longtemps, les 2 premiers jours où le terrain n'avait pas été délimité, donc sacralisé, j'avais le droit d'aller et venir. Mais à partir du moment où les 2 officiants ont marqué leur territoire, ben là, je ne pouvais plus franchir la ligne. Mais ils me permettaient de rester à côté. Alors, je partais en moto avec quelqu'un qui m'emmenait, je redescendais dans la nuit, vers minuit, 1h, quand ils s'endormaient. J'attendais toujours s'il y avait quelque chose qui se passe, on ne sait jamais. Si un officiant voulait faire un petit rite quelque part. Et là, on me redescendait chez moi, et le lendemain matin, à 5-6 heures, je remontais là-bas. Alors, non seulement j'avais les hommes sur le dos, parce qu'il ne fallait pas que j'aille dans la montagne, pas que je franchisse en tout cas la ligne, mais j'avais aussi des femmes sur le dos. Qu'est-ce que tu vas faire dans la montagne? Alors, je leur ai dit, mais non, venez avec moi. Alors, bon, elles n'ont pas le droit, elles. Hein. Donc, en fait, ce qui était très drôle, c'est quand je suis arrivée, mais tu es toute seule? Bah oui, je suis toute seule. Ah, mais tu restes combien? 3 mois. Mais tu vas pas rester 3 mois sans mari. Ah, mais nous, on va te trouver un mari. Hein. Ah, tu vas pas... Nous, on peut pas rester 3 jours sans femme. Donc ça, c'était les délices de Puyuma. Parce que vraiment... Et c'est vrai que quand il y a eu des bâtards, il y avait des enfants qui étaient nés de pères autres que le mari de la dame. Il n'est absolument pas rejeté de la société. Hein. Je n'ose pas en parler là, mais c'était le cas de Thomas Matthäus Chetiang. Hein. Moi, je l'ai appris après sa mort. Ils n'ont pas voulu m'en parler avant. Et je suis allée dans la maison de son père biologique. Ouais. Et il lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Hein. Donc, non, un enfant n'est pas rejeté. Et les femmes, bah, elles allaient où elles voulaient, ou à peu près, quoi. Et les hommes aussi. Donc, donc, on voit, là, pour revenir à Mangayao, que quand quand les hommes redescendaient de la montagne, ils allaient dans leur maison des hommes, et là, ils se réunissaient et ils procédaient aux alliances. Alors, ils avaient vu qui était courageux, etc., avec qui on allait, quelle femme on allait donner à ce courageux guerrier viril. Il fallait bien qu'on y trouve quelqu'un quand même. Je voudrais juste encore un petit mot sur les alliances. Donc, c'était l'échelon des anciens après 60 ans qui se réunissaient pour décider que tel jeune, tel guerrier viril, allait prendre pour femme telle femme, tout en sachant qu'il ne pourrait pas consommer le mariage avant les 30 ans. Et donc, de la même façon, c'est une société en fait, et c'est Mabuchi qui va le dire en premier, parce qu'avant lui, tout le monde parlait de société matrilinéaire. Pas du tout une société matrilinéaire, elle est en bilinéaire. C'est-à-dire que la préférence est bien sûr luxo-localité, mais pas systématiquement. Si l'homme était fils unique, le garçon était fils unique, ou qu'il était plus riche que la fille, eh bien c'est la fille qui emménageait chez l'homme. Et on a beaucoup de cas comme cela dans tout ce que j'ai récupéré. Je parle d'union ancienne, hein, bien sûr, parce qu'aujourd'hui on est dans un modèle patrilocal et patrilinéaire. Ce qui fait que quand une tendance successorilocale et la tendance du parrain qui est sur une autre moitié avec son neveu, eh bien, dans une patrie-localité, on resserre
les hommes de la maison, tandis que là, les hommes vont avoir d'autres relations. Et en fait, avec, entre les parents et les neveux et les alliances, on va créer d'autres réseaux. On a une création de réseau qui est donc transverse aussi. Donc c'est ça qui est excellent. Mangaïaou, ce n'est pas, comme on l'a dit parfois, un rituel de chasse aux têtes. Ce n'est pas un rite de passage, c'est bien plus que cela. C'est un tout, c'est un cycle cérémonial où tout doit être fait. Les jeunes qui rentrent, les unions qui se font, ceux qui sortent, absolument tout, et les femmes qui sont là à la sortie, et la réintégration de ceux qui sont en deuil. Et le dernier jour de Mangaïaou, ce sont les vieux qui vont aller de maison endeuillée en maison endeuillée pour chasser les miasmes, les derniers miasmes de la maison. Donc que la maison rentre à nouveau dans le village. C'est vraiment remettre la pendule à zéro. C'est vraiment repartir sur des bonnes bases. Voilà. Je pense que j'ai terminé avec le système d'âge, mais pour dire aussi que ça a été assez chronophage, d'autant plus que cela m'a emmené sur les alliances pour comprendre s'il y avait des interdits ou des prescriptions. Ils nous disent toujours qu'il n'est pas bien d'épouser des descendants de deux frères. J'en ai peu trouvé, mais quelques-uns. En revanche, mais il n'y a aucune prescription, hein, mais que c'est pas bien d'épouser des cousins de deuxième et de troisième génération. Or là, j'en ai beaucoup. J'ai même réussi à faire ce que j'ai publié, une espèce d'usine à gaz, où je m'aperçois en fait que non. À deuxième et troisième génération, on va renvoyer un homme ou une femme, parce que comme j'ai oublié de le dire, l'identité, ce n'est pas son nom. Le nom n'est pas une identité. C'est la maisonnée qui est une identité. Je suis Pacharat. Alors après ça, je vais avoir un nom de naissance. Mais après ça, j'aurai un sobriquet de toute façon. C'est le sobriquet qui sera utilisé jusqu'à ce qu'on rentre dans le système d'âge, etc. Donc, la maisonnée, c'est important. C'est une identité, la maisonnée. On n'est pas Sarah, donc on est de telle moitié. C'est aussi la raison pour laquelle, quand un homme emménage chez sa femme dans la moitié basse, l'aîné, mais après, il y a quelque chose qui se passe économiquement, ou il se dispute avec la famille, paf, ils scindent. Ils scindent et puis ils partent dans l'autre famille. Et comme ils partent dans l'autre famille, le cadet n'a pas le même nom, n'a pas la même identité, en fait, que son aîné. Donc ce sont tous ces jeux d'alliance. Et je me suis aperçue que pas du tout, en fait, ils rendaient ce qu'ils avaient pris 2 ou 3 générations. Donc on voyait une femme qui rentrait là, mais on la voyait ressortir dans la maison. Mais ils n'ont plus le même nom. Par le jeu des localités, ils n'avaient plus le même nom puisqu'on appartient à une maisonnée. Et c'est le nom de la maisonnée qui compte. Donc ça aussi, c'est fascinant. Et là, encore une fois, c'est transverse. Et c'est transverse parce qu'on repart dans les alliances. Bon, voilà. Donc ça m'a fasciné. Mais ça m'a demandé quand même quelques temps. C'est pas dans la thèse, tout ça. Hein, c'est post-thèse. On a raison de faire aux étudiants aujourd'hui des post-docs.